en 1969, le département d'Arlit couvre une superficie de 216 774 km² avec une population estimée à 156 024 habitants en 2011. Dans cette localité, 2 importantes mines d'uranium sont exploitées depuis les années 70 par les filiales de la société française Cogema, Compagnie des gestions de matières atomiques, ancien CEA, Commissariat à l'énergie atomique, aujourd'hui dénommé Areva. Il s'agit de la Société des mines de l'Aïr, Somaïr, et de la compagnie minière d'Akouta, Cominac. La première, Somaïr, une mine à ciel ouvert, mise en exploitation en 1971, produit entre 1200 et 1500 tonnes d'uranium par an. Et la seconde, la Cominac, une des plus importantes mines souterraines au monde, mise en exploitation en 1978, réalise une production à hauteur de 3000 tonnes d'uranium par an. Depuis plus de 40 ans, ces 2 sociétés emploient des Nigériens qui assurent désormais le fonctionnement des installations à la Somaïr et à la Cominac. J'étais orienté dans la mine en tant que mécanicien des engins hydrauliques. Après quelques années, j'étais remonté au jour parce que j'avais suivi une intervention ophtalmologique. J'étais remonté au jour pour inapte fond. Après, j'ai été viré comme mécanicien usine. Et nous, les anciens miniers, nous avons la conscience professionnelle. Et c'est dès la base, dès la formation qu'on nous apprend tout. Donc le respect entre soi et le respect de son travail. Nous n'avons pas de problème. Donc c'est quelque chose qu'on apprend dès l'école. Cette période d'antan, bon, c'est toujours un truc de réciproque. Tu fais, je fais. Bon, oui, tu sais, dans un circuit d'industrie irrénifère, il ne faut pas s'y bagarrer, il ne faut pas voler, il ne faut pas faire de problème. Tu montes à ton poste, tu descends à ton poste, il n'y a pas de sens, pas de retard. Donc le chef te dit de faire ça, tu le fais. Et puis on reste tranquille. La route de l'uranium, via laquelle l'uranium extrait à Arlit est exporté sous forme d'uranate vers la France en passant par le port de Cotonou, eh bien cette route n'existe que de nom. D'Arlit à Tawa, ce tronçon est complètement dégradé et impraticable, compliquant le trafic, surtout pour les gros porteurs. Et dire que c'est sur cette route que passe l'uranium nigérien, c'est incroyable. La route dite de l'uranium aujourd'hui dans un état de délabrement exagéré, très poussé. On ne peut pas même s'imaginer que c'est par cette route-là que passe cette fortune. C'est une honte vraiment nationale qui n'épargne ni Areva ni l'État du Niger, dans la mesure où aujourd'hui on joue au malin et demi. Certaines personnes ou certaines structures, certaines sociétés, certaines autorités se contentent simplement de se faire bien vendre, donc en vociférant pour se faire entendre par Areva, qui préfère également jeter, j'allais dire des miettes pour ne pas dire des os, à certaines personnalités nigériennes qui se contentent de ça et on ne voit pas l'impact. Arlit manque d'infrastructures de type moderne malgré la richesse dont regorge son sous-sol. Le problème d'eau potable, l'accès aux soins sanitaires, le manque d'emploi sont entre autres maux auxquels font face les populations d'Arlit. De mon point de vue, la solution n'est pas de mettre de l'argent liquide dans les caisses, mais il faut régler les problèmes réels. Les problèmes réels, c'est quoi? C'est les problèmes de l'emploi, c'est les problèmes des voies de communication, c'est les problèmes de toutes les villes et grands villages qui sont traversés par le cortège de l'uranium, qui ne voient que ce convoi-là passer et qui en retour ne profitent en rien de cet uranium, alors que la petite savane que nous avons est aujourd'hui assujettie à une exploitation à outrance pour des feux de bois, de foyers, pour tous les besoins en énergie. On s'abat sur la petite savane, alors que Areva doit être à même, de mon point de vue, de nous faire la possibilité, et ça va créer aussi de l'emploi, d'utiliser le charbon
que nous avons à Sonichar et ailleurs pour faire des briquettes qui vont nous permettre d'alléger un peu toute la pression qu'on est en train de mettre sur l'abattage des arbres. Areva doit, de mon point de vue, également nous aider à utiliser aujourd'hui le gaz à bon marché dans toutes les grandes villes qui sont traversées par le cortège de l'uranium, ce qui créera également de l'emploi. Areva doit intervenir dans un certain nombre de domaines tels que l'agriculture, tels que l'élevage, parce que on ne peut pas ne pas être dernier de la planète, quand bien même on a de l'uranium, quand bien même on a du pétrole, on ne peut pas bien étudier quand on a le ventre creux, on ne peut pas ne pas être malade quand on a le ventre creux, et on ne peut pas donner de bons rendements à l'école quand on est malade ou quand on a faim. Depuis le début de l'exploitation, les minerais, en raison de leur faible teneur en uranium, 0,5% sont traités sur place à Arlit et Akuta. Du jour au lendemain, l'environnement est pollué du fait de la radioactivité dont Arlit et sa population sont les principales victimes aujourd'hui. Maintenant, on te fait sortir dans les pioles, on te fait coucher dehors, sans couverture. À ce moment, je ne parle même pas. Je ne pouvais même pas parler. En 77, je suis malade, je suis Arlit et ses habitants, impuissants, sont exposés à des risques sanitaires. Une situation qui interpelle les ONG actives dans le domaine minier, qui exige une étude épidémiologique et radiologique de la zone. Si effectivement ces maladies bizarres qu'on a trouvées dans ces années 99 et 2000 sont liées à l'uranium, mais maintenant c'est cette étude qui bloque. Areva a donné certaines réponses à ces deux questions qui sont donc les plans compteurs de la ville d'Arlit et en même temps l'observatoire de santé, mais qui n'ont jamais fonctionné. D'abord, quand on a commencé ce que nous appelons les plans compteurs, on a trouvé des maisons tout de suite contaminées, qu'Areva a détruit et reconstruit, donc à des gros frais. Et certainement, c'est lié à seulement cela. Il s'agit de la santé publique et que le ministre de la Santé doit s'impliquer. Parce qu'actuellement, ça se passe avec Soupamine et Areva. Mais Soupamine, je ne vois pas qu'est-ce qu'ils font dans la santé. C'est une affaire de santé publique, d'où nous lançons un appel vibrant au ministère de la Santé pour s'impliquer de cette question-là. Et surtout même les accords d'ailleurs qui ont été négociés par Sharpa avec Areva ont été dénoncés par Sharpa pour les mauvaises pratiques qu'Areva veut mettre en place au Niger. Tantôt il parle du manque des hôpitaux au niveau du Niger pour déclarer des maladies liées donc à la radioactivité. Et d'ailleurs il est consigné même dans les statuts qu'il faut construire un hôpital de référence dans la ville d'Agadez pour s'occuper de ces affaires nucléaires. Mais malheureusement, on n'a pas commencé par ces choses-là. On a commencé par faire des petites visites par des médecins qui ne sont pas des médecins nucléaires. La dégradation des conditions de vie et de travail avait amené les travailleurs d'antan à s'organiser autour des syndicats afin de mieux défendre les intérêts des agents. Une nouvelle donne qui a annoncé le bras de fer entre les délégués des travailleurs et l'administration. C'était dans les années 90, début des problèmes et autres difficultés de toute nature dans les sociétés minières d'Arlit. On s'est imposé en tant que syndicaliste. Moi, j'étais délégué du personnel à l'époque. On s'est imposé à IDELIT. On est arrivé à un compromis entre Comina qu'elle s'est retirée. Elle a dit, ah, comme c'est une question, ça coûte cher le départ, donc elle préfère qu'il réduise au moins la durée, le temps de travail. Au lieu de 7 sur 7, ils ont ramené ça à 5 pour d'autres 4 sur 7. Somaïr a maintenu son programme et il y a eu un transfert de ces quelques personnes ciblées par la Somaïr, ils ont été transférés à Comina. Donc, c'est dans ces années-là que le problème a débuté. Maintenant, quand en 1990, la Somaïr avait voulu tout simplement remercier un quart de ces travailleurs. Les syndicalistes ont lutté avec les Aladji Soumaïla, les Bourem Menassara et autres.
on a pu décrocher le départ volontaire. C'est-à-dire que tu remplis volontairement une demande, la société te donne tous tes droits et tu t'en vas. Maintenant, dans le protocole d'accord de départ volontaire, il est prévu les soins médicaux, les transports, ceux qui sont endettés au niveau des banques, que les sociétés minières prennent au moins une moitié de leur dette, quoi. Plusieurs années après leur retraite, certains anciens miniers gardent encore de mauvais souvenirs de leurs employeurs. Tout celui qui a quitté ces deux sociétés-là, il a un beau regret pour les soins. Un grand regret pour les soins. C'est ça ce qui a amené à nos collègues. Il y a certains d'entre nous qui sont assis. C'est-à-dire ils ne bougent même pas pour pisser et pour chier. Ils sont assis. Actuellement, je suis maladif parce que j'ai un contrôle chaque 2 mois. Hein? Ça, c'est l'examen que je passe à la Cominac à chaque mois. Mais maintenant, ils m'ont donné un examen de 2 mois. J'ai une femme qui est décédée à cause de cette maladie. En 1982, elle a été évacuée par Cominac, par avion sur Niamey. Elle a eu des soins au niveau de Niamey. Et à partir de ce jour, jusqu'à là, depuis qu'elle est décédée, elle n'a eu aucun soin. Le regret, c'est que les gens sont tous morts. Les hommes, 30 ans de mine, 25 ans de mine, il n'y a personne. On peut avoir un chiffre, par exemple, de gens. Bon, et ici, j'ai la liste des agents des Soumaïr décédés après leur fonction. Ce n'est pas tout le monde qu'on a eu. Donc, nous avons jusqu'à 151 personnes. Donc, je vais vous citer quelques noms. Et ces décédés sont la majorité de ces gens. Ce sont les gens de l'usine fabrication, les gens qui transforment le caillou en uranate et les gens de la carrière où on extrait le bloc. Donc, il y a Bilal Gabdou, il est de l'usine. Il y a Bankoula Kaptina, il est de l'usine. Bokari Matala, carrière. Moussa Kate, carrière. Jusqu'à 151. Ça, ce sont les gens dont nous avons appris. Et sauf ceux qui étaient décédés et qu'on n'a pas de leur nouvelle. Et la quasi-totalité de ces gens, ce sont des gens qui sont restés couchés longtemps avant de mourir. En tout cas, la situation d'Arlit, c'est presque une catastrophe si les gens ne prennent pas de profession. Cette catastrophe-là, c'est dû à l'eau qu'on boit, à la poussière. Il y a plusieurs facteurs, quoi. On était en pleine négociation avec eux. Donc, Cominac s'est retirée, elle a dit elle suspend les négociations parce que elle ne peut pas. Le DG était absent. Le directeur avec qui nous négocions les départs volontaires dit non, lui il n'a aucune. C'est-à-dire qu'il faut attendre le DG. Donc c'est à ce moment que Cominac, immédiatement quand on a suspendu les négociations à Niamey, ils nous ont dit de revenir sur le site. Immédiatement ils ont sorti notre licenciement. Les 14 membres de la section. On a été licencié un mardi, le 8 octobre. Le 9 octobre matin, ils nous ont dit il y a le sous-préfet qui veut vous rencontrer, c'est-à-dire ici à Arlit. Ils nous ont regroupés à 6 h du matin. Ils nous ont ramenés au niveau du commissariat d'Arlit pour interrogatoire. On était là-bas jusqu'à midi. Ils nous ont dit maintenant, il y a le préfet d'Agadez, il veut vous rencontrer. Maintenant, arrivé à Agadez, le préfet, à l'époque, c'était Maïmanga Omar. Il a dit non, lui, il ne va pas mettre ses mains. Ça, c'est des affaires très louches. Ainsi, problème sur problème, la société minière d'Arlit avait entrepris quelques réformes pour pouvoir supporter les charges selon nos sources. Plusieurs agents étaient alors obligés de prendre leur départ volontaire. En 1990, il y a eu un bon matin, le syndicat nous a fait comprendre que la société a besoin de diminuer la charge salariale, donc où il ferme.
Donc nous avons choisi de partir pour la survie de la société et de nos collègues. Donc il y a eu une négociation entre les syndicats, la société civile, les syndicats et l'État et puis le système minière. Donc il y a eu un bloc de 4 millions. Donc il y a un protocole d'accord qui a été arrêté. Il nous a fait des promesses. Suite à ça, nous avons quitté. Alors c'est par après qu'ils n'ont pas tenu à leur engagement du protocole d'accord. C'est suite à ça qu'on est parti en justice avec le système minière. Nous avons donné des preuves tangibles pour notre revendication. Le juge en personne, il a dit ces gens, ils ont raison, il faut les payer. Nous avons travaillé avec Areva depuis qu'ils avaient des agents en pneumatique. Aujourd'hui, ils ont des agents avec carte mémoire. Nous avons travaillé avec Areva depuis que leur installation Uranefer était en manuel, parce que l'usine tournait en manuel avant. Aujourd'hui, l'usine tournait en automate. Cela veut dire que nous avons apporté des milliards pour Areva, nous avons apporté des milliards pour l'État. Donc aujourd'hui, avant de quitter, je répète qu'Areva nous a volé. Nous sommes toujours derrière nos droits. Et nous ne sommes pas d'accord, même demain nous ne sommes pas d'accord. Nous, les partants volontaires de 90, nous sommes toujours derrière Areva, nous réclamons nos droits. Cependant, comparativement aux années antérieures, les conditions de travail ont connu par la suite quelques améliorations, même si beaucoup reste encore à faire. Les conditions de travail dans la mine maintenant sont améliorées par rapport aux années antérieures. C'est la sécurité, au niveau de sécurité, environnement, c'est bien. Tout est bon maintenant par rapport aux années antérieures, en tout cas ça s'améliore. Globalement ça va, mais ce qui est sûr par rapport aux années antérieures, il y a un changement. Il y a un changement vraiment. Un changement côté sécurité, environnement. Mais ça, c'est que sûr, il faut revoir, c'est le côté social qui reste. Ça, aspect rémunération, conditions de vie, prise et charge. La prise en charge surtout, c'est ça qu'il faut revoir. Il y a des gens au début, ils travaillaient en fait continu et ils gagnent beaucoup. Maintenant, le système a changé pour réduire le coût. Donc, on a ramené les gens du feu continu en 3-8. Donc, cela veut dire que les gens ont perdu. Et miraculeusement, comme somme qu'on doit récupérer pour combler le manque à gagner du feu continu, à notre grosse surprise, donc au lieu d'avoir une somme colossale, c'est de 4 000, 5 000, pas plus que ça. Donc globalement, les travailleurs ont perdu dans ce cas. Fort de l'expérience passée, les délégués syndicaux restent plus que jamais déterminés aujourd'hui à lutter pour défendre les intérêts des agents. On multiplie les rencontres avec l'employeur lui-même. On multiplie les rencontres au niveau des représentants du personnel parce que nous avons 2 structures syndicales. Mais à chaque fois qu'un problème de grande envergure s'oppose, les 2 structures travaillent en symbiose et les représentants se retrouvent, des délégués du personnel aux membres des sections, aux membres des bureaux exécutifs. On se retrouve et puis on discute sur le comment résoudre le problème. Et ensuite, on fait une délégation mixte donc, qui rencontre l'employeur pour discuter. Si on n'aboutit pas, c'est ça que je disais tantôt, on fait appel donc à la médiation de l'inspecteur du travail et dans certaines situations, on va jusqu'à rencontrer monsieur le préfet d'Arlit pour qu'il puisse intervenir pour une médiation entre nous et l'employeur. Parce que nous n'avons pas l'impression, en tout cas aujourd'hui, que l'employeur soit vraiment de bonne disposition d'esprit, en tout cas à résoudre les problèmes en faveur des intérêts de tout le monde. Plus de 40 ans d'exploitation d'uranium, plus de 40 ans de pillage des ressources minières du Niger, et malgré tout, le géant du nucléaire français Areva cherche à imposer ses lois au Niger. Areva, qui ne veut pas faire appliquer la loi minière de 2006, ce qui a mené le cadre des structures de la société civile unie pour défendre les intérêts du Niger à dire non à Areva. En ce sens, une marche pacifique et des meetings avaient été organisés par les structures de la société civile très engagées et déterminées à faire fléchir Areva.
le réseau des organisations pour la transparence et l'analyse budgétaire rotable et l'ensemble de la société civile, vous en convenez avec moi, plus que jamais, le Niger doit tirer profit de ses ressources uranifères et les causes contractuelles abusives, celles-là même qui ont prévalu jusqu'ici, doivent changer impérativement. Ce changement passe nécessairement par un partenariat sincère et transparent qui puisse préserver les intérêts de chacune des parties. Camarades, les négociations actuelles constituent une opportunité pour les Nigériens, particulièrement la jeunesse nigérienne, qui doit jouir des retombées de l'exploitation uranifère. La souveraineté ne se négocie pas. Sur l'application du Code minier 2006, les divergences entre le gouvernement du Niger et Areva ne se justifient point. L'État du Niger a en sa possession une législation dans ce secteur et le ROTAB demande tout simplement au gouvernement son application stricte. Ça serait très grave, d'autant plus que d'abord la constitution du Niger stipule que les ressources naturelles et du sous-sol appartiennent au peuple nigérien. Et dans le cadre de leur exploitation, la loi prévoit, la constitution prévoit les conditions dans lesquelles l'exploitation doit se faire. Et cette exploitation doit se faire de manière transparente. Donc c'est déplorable parce que nous n'avons pas d'informations officielles. C'est vrai que nous sommes arrivés à terme de négociations normalement le 28 février, mais aucun communiqué officiel n'est venu nous le dire. Et on ne sait pas où est-ce que nous en sommes exactement. Deuxièmement, ça serait déplorable parce que toujours la Constitution du 25 novembre 2010, en son article 41, elle dit « Les biens publics sont sacrés et inviolables. Toute personne doit les respecter scrupuleusement et les protéger. » Et les ressources naturelles et du sous-sol sont des biens publics. Les autorités actuelles ont le devoir sacré de les protéger, de les respecter. Et les respecter, c'est faire en sorte que la loi 2006 soit appliquée à toutes les compagnies. Le contrat minier entre le Niger et Areva arrivait à son terme en fin décembre 2013. Dans la relecture de ce contrat, la prise en compte de la loi minière de 2006 par Areva était un impératif. Les discussions globales portent sur 7 points. Le premier point concerne les conventions minières, dont le renouvellement doit se faire dans le respect de la loi 2006. Il peut être considéré normal que des sociétés minières rechignent à l'application de la loi au motif qu'elle soit pénalisante. Mais je tiens à vous assurer que pour le gouvernement, l'application de la loi 2006 ne souffrira d'aucune ambiguïté. Mais comme l'a dit Montesquieu, une chose n'est pas juste parce qu'elle est loi, mais elle doit être loi parce qu'elle est juste. Le troisième point concerne le prix Niger. Le prix de transfert Niger, c'est-à-dire le prix auquel nous vendons notre uranium, nous avons voulu désormais qu'il soit indexé sur le cours de l'uranium, avec un coefficient de pondération entre le court terme et le long terme. Quatrième point concerne la gouvernance des sociétés. Comme vous le savez, notre gouvernement entend faire que le Niger soit présent dans la gouvernance de la direction des sociétés. Après 40 ans, nous pensons que le Niger est en droit de demander la nigérisation des postes. Et voilà pourquoi, pour cette question, nous avons demandé la nigérisation des 2 postes de directeurs généraux, aussi bien celle de Soumaïr que celle de Cominac. En effet, pour nous, la difficulté de ces sociétés n'est pas liée à l'application de la loi, mais à la non-maîtrise des coûts. C'est pourquoi nous insistons que les Nigériens soient au poste de direction. Le comportement d'Areva face au Niger a provoqué un tollé de réactions dans le pays, classé en bas du rang mondial des pays pauvres. Le gouvernement doit tout faire, doit mettre tout en œuvre pour que le code minier 2006 soit appliqué pour que le Niger en bénéficie. Parce que si eux ils refusent, c'est parce qu'ils gagnent quelque chose. Donc nous, c'est notre richesse. Et c'est sur ça seulement que le Niger compte. Après l'uranium, c'est le pétrole qui est venu avant-hier. Vraiment, le gouvernement nigérien ne doit pas céder. Parce que c'est un chantage, c'est du bluff qu'ils sont en train de faire. J'ai compris que c'est des techniciens à Areva. Avant, je crois que c'était Kojima. Quand ils ont compris
qui n'avaient rien à tirer. Ils ont transformé Areva en Cogéma en Areva. Maintenant aussi que le Niger va profiter de son propre uranium, ils vont changer de technique. Ce petit refus-là, c'est pour reculer, pour mieux sauter. Le contrat que nous lions avec la France nous a beaucoup fait, mais du point de vue donnant-donnant, il faut que la France prenne ses responsabilités vis-à-vis du peuple nigérien, en honorant ses engagements, c'est-à-dire en respectant les contrats qui ont été signés avec. Ceci dit, malgré toutes les difficultés qu'on a avec l'environnement, qui dépend de tous ceux qui vivent dans cet environnement, on a fermé les yeux pour que l'Areva honore ses engagements. À notre grande surprise, on se retrouve devant les faits accomplis. Areva nous fait une sorte de chantage. Et ça, ce n'est pas honorable pour un pays comme la France. Si on ne pouvait pas amener notre propre produit, vendre nous-mêmes, il faut que toujours la France nous impose. Alors, que deviendrait de ces pays alors? Voyez-vous que moi je pense que la seule solution, c'est que le pays en question, toute la population doit se décider à un seul point. On coupe automatiquement et on choisit à qui de droit on va vendre ce qu'on veut. C'est notre produit à nous. On ne peut pas se permettre toujours d'être derrière toujours la France. C'est à elle de nous décider, à elle de décider ce qu'elle veut de nous. Au regard de toutes les conséquences que l'exploitation de l'uranium a léguées au peuple nigérien en général et aux populations d'Arlit en particulier, l'on peut sans risque de se tromper dire que les Nigériens ne profitent pas du tout de leur richesse naturelle, mais plutôt c'est la France et les Français qui profitent plus de l'uranium nigérien. L'appel à un partenariat gagnant-gagnant reste un vain mot. Le partenariat entre Niger et Areva, dans son contexte actuel, est de type gagnant-perdant.